Un message d'Abigaël. Elle ne prit pas le chemin de l'infirmerie, mais du dortoir. Elle voulait faire disparaître les gâteaux avant de subir une nouvelle offense, mais Jugeonna, qu'elle rencontra dans le couloir du foyer, ne lui en laissa pas la possibilité. La préfète s'étonna qu'elle eût si peu profité de son temps de sortie. N'était-elle pas rentrée plus tôt parce qu'elle se sentait mal? Gina la rassura, son père et elle avaient parlé de tout ce qui était important, mais il avait dû retourner à Budapest. Elle dut déposer à la cuisine les gâteaux, qui par ailleurs firent plaisir à Jugeonna. La classe avait eu un travail supplémentaire, dit-elle, en ce moment. Les filles prenaient un bain pour se débarrasser de la poussière de charbon, et quand elles seraient prêtes, elles viendraient goûter ces friandises, leur feraient du bien après leur corvée. De toute façon, elles ne les mangeront pas, pensa Gina, elles vont les jeter. Mais cela ne lui fit plus rien. La nouvelle Gina, celle qui venait de voir le jour à la pâtisserie Oida, ne mesurait pas la vie aux offenses et aux brimades, ni à la quantité de gâteaux non consommés. Elle s'efforçait d'intégrer ce que son père lui avait révélé, et ce n'était pas quelque chose que la conscience put s'approprier tout de suite. Elle fut heureuse lorsque Jugeonna lui dit que puisqu'elle avait encore droit à 1 heure de liberté, elle pourrait aller à la salle de musique après le goûter. Qu'elle emporte son psautier et sa Bible afin de lire quelques passages de l'Écriture sainte et étudier les cantiques, mais si elle en avait envie, elle pourrait jouer du piano. Gina accrocha son manteau dans le couloir désert et entra au lavabo pour se laver les mains. Elle savait où étaient les autres. Elle entendait leur voix derrière les portes fermées des cabines de bain. Celles qui avaient fini devaient être dans la salle d'études. On les entendait chanter. Cela la fit sourire, bien qu'elle ne fût pas de bonne humeur. À la grande joie des diaconesses, les 5e années avaient pris l'habitude de chanter des cantiques pendant l'heure dite de silence. De temps en temps, quelques-unes d'entre elles entonnaient un psaume à plein poumon, afin que les autres puissent bavarder tranquillement sans se voir reprocher de perdre de précieux instants de méditation à de vains papotages. À présent, leurs jeux, leurs petites fourberies, leurs piques étaient bien loin d'elle. Gina, qui avait la confiance du général Vitoi, Gina, initiée à un secret où planait l'ombre de la mort, souhaitait rester seule. Et si tant est qu'on puisse mettre un nom sur ce qu'elle éprouvait envers ses camarades, qui échangeaient plaisanteries puériles et chagrins passagers sous le manteau des cantiques, c'était plus de l'envie que de la colère. Elles en avaient de la chance. Leur plus grand souci était de trouver quel bon tour elles joueraient le lendemain à König sans risquer d'être punies. Et comme elles allaient se réjouir de lui asséner un grand coup en jetant aux ordures les gâteaux de M. Reuter. Nous avons perdu la guerre, nos soldats se font tuer pour rien, et ceux qui tombent ne sont que des victimes, des victimes. Nous nous battons pour un but fallacieux, notre guerre n'est pas légitime. Colmar enseigne autre chose, il a manifestement une opinion différente, mais ici tout le monde pense différemment de ceux que j'ai connus jusque-là, à l'exception de quelqu'un que je ne connais pas, ou plutôt que je connais en ignorant qu'il est le chef de la résistance civile. Quand elle fut prête, elle prit son livre de cantiques et sa Bible. Les autres avaient fini aussi avec leur toilette et se précipitèrent au goûter. Sœur Hergébet était en train de distribuer les pâtisseries en plus de la pomme et du croissant habituel. Quand on a bien travaillé, dit-elle aux 5e année extasiée, on mérite une bonne surprise. Elles engloutirent tout en un rien de temps et Gina entendit Natchak dire que le pensionnat était atteint de démence sénile. Le jugement des devait être proche parce que ce qui arrivait avait sa place dans le livre de l'Apocalypse.
Récemment, les 7e années avaient été désignées pour une corvée comparable, un jour où l'institution préparait des colis pour le front, et à titre de distinction, le directeur leur avait proposé de mettre leur ration hebdomadaire de pommes et de sucre dans les colis des soldats. Des pâtisseries, murmura Yotsuko. Hergébat doit être amoureuse, c'est nouveau pour elle et ça lui a fait perdre la tête. Gina pria en secret pour qu'elle croie cela, et elle pensait s'en sortir sans une nouvelle humiliation, mais Hergébet gâcha tout par amour de la vérité. Les 5e années au garde à vous remercièrent dûment pour le goûter, et la responsable du jour déclara qu'elles étaient reconnaissantes à monsieur le directeur et à l'administration pour l'estime particulière manifestée sous forme de friandises, mais qu'elles seraient heureuses de participer à l'avenir à n'importe quelle tâche sans récompense particulière, car le Seigneur aimait les mains laborieuses. Alors, Hergébet secoua la tête et annonça que les gâteaux avaient été offerts à la classe par le père de Georgina Vitoi. C'était lui qu'il fallait remercier. Il y eut une seconde de silence, puis la responsable du jour commanda de nouveau le garde à vous. Les visages se tournèrent vers Gina, et avec une froideur à humilier un homme d'État, la responsable clama la formule de circonstance. Nous remercions du fond du cœur le père de Georgina Vitoi pour sa gentillesse. Sur ce, Hergébet dit que les élèves pouvaient quitter le réfectoire pour l'atelier de couture, où elle ferait du raccommodage jusqu'au dîner, à l'exception de Georgina Vitoi, qui avait encore 45 minutes de temps libre. Les filles sortirent, Gina se rendit à la salle de musique, s'assit face à la porte et attendit. Elle savait qu'il allait se passer quelque chose, aussi certainement que si on l'avait prévenue. Oh, si seulement c'en était fini avec cette offense, non qu'elle en souffrit, mais elle n'avait pas le temps de jouer à cela. Elle devait réfléchir, intégrer ce que son père lui avait appris. Il n'y avait donc pas d'issue. Elle devait rester, quoi qu'il arrive, quelle que soit l'attitude des autres à son égard. Jusque-là, la forteresse n'était qu'une prison pour elle, mais elle savait désormais que c'était aussi un refuge. Un refuge épouvantable, mais elle devait tenir bon, et la première condition était de faire enfin la paix avec la classe et d'obtenir que Marie Kish lui rende les affaires qu'elle avait trouvées sous son matelas, surtout la lettre. Il n'était plus question de se faire renvoyer comme elle l'avait envisagé devant l'impossibilité de s'enfuir. Mais si par colère ou par vengeance, Marie remettait la lettre, cette stupide lettre d'adieu à un professeur ou à Jujana, elle n'échapperait pas à l'exclusion. Comment obtenir de Marie Kish, sans révéler le secret de son père, qu'elle ne l'amène pas à sa perte en faisant un mauvais usage de ce qu'elle avait trouvé et qu'elle lui pardonne enfin? Si elle essaye de lui parler, Marie lui tournera le dos aussitôt sans lui répondre. En fait, son comportement est inexplicable. Que prépare-t-elle? Qu'attend-elle? Cela fait 6 jours depuis le goûter de Mitzi Horn, 6 jours que Marie a trouvé la lettre. Elle aurait dû la remettre depuis longtemps à la préfète. Il faudrait lui parler entre 4 yeux, calmement. Mais quand? C'est impossible. Marie Kish ne lui en donnera jamais l'occasion. Elle en eut pourtant la possibilité. L'agression à laquelle elle s'attendait à cause des gâteaux était effectivement en marche et Marie Kish portait les armes au nom de la classe. Lorsqu'elle entra dans la salle de musique, elle referma la porte derrière elle et se dirigea tout droit vers le piano où le psautier de Gina était ouvert sur le pupitre. Marie Kish décrocha sa sacoche de l'épaule, l'ouvrit
et on déversa le contenu sur le piano. Une pluie de pièces de 10 et de 20 filèrent. 19 fois 30 filèrent, dit Mariquich. Un gâteau coûte 30, du moins c'était le prix la dernière fois que nous sommes allés à la pâtisserie. S'il a augmenté entre-temps, dis-le-moi, on trouvera la différence. Rends-la-moi, dit Gina sans regarder l'argent. Je t'en prie sur tout ce que tu aimes, sur tout ce qui compte pour toi. Rends-la-moi. Si tu veux, je nettoierai tes chaussures toute l'année, ou je ferai ce que tu veux, n'importe quoi. Colle-moi une pancarte dans le dos avec l'inscription « Idiote, traîtresse » ou ce que tu veux, je te promets que je me promènerai avec dans le jardin. Mais pour l'amour de Dieu, Marie, rends-la-moi. Mariquich la regarda. C'est une Vitaille tout à fait différente qui lui rendit son regard. Une Vitaille qu'elle n'avait jamais vue. Folle ou ivre? C'est notre argent pour la quête de demain à l'église, saleté. Demain, à cause de toi, les 5e années jetteront leurs boutons de manteau dans le tronc. Sinon, où trouver d'ici demain autant de boutons couleur nickel? Si Johanna s'aperçoit que ce n'est pas de la monnaie que nous donnons à la quête, ça ira mal pour nous. Ce serait peut-être mieux si tu nous dénonçais avant en lui disant de faire bien attention. Nous n'avons pas un fifrelin de plus que ce que je viens de t'apporter. Jusqu'à Noël, Johanna ne nous donnera sur notre argent de poche que ce qu'il faut pour la quête et les bonnes œuvres. Tu peux faire de moi tout ce que tu veux pour cette lettre, dit Gina. N'importe quoi, tu entends? Si ça te chante, bats-moi. Je ne riposterai pas. Ou fais-moi tomber au gymnase du haut de l'espalier. Ou si tu préfères, je me laisserai tomber toute seule et dirai que c'était un accident. Et si tu as de la chance, je me casserai même une jambe. Tu ne vois pas de quoi je parle? Rends-moi la lettre que tu as trouvée dans mon lit. Je te donne tout le reste, le peigne, le poudrier, l'agenda, le porte-monnaie, même la clé, bien que je me demande ce que tu peux faire de la clé d'une maison que tu ne connais pas. Tu entends? Dis-moi ce que tu veux pour cette lettre. Vous ne serez pas obligé de me parler. Je n'ai pas envie que vous m'acceptiez. Je ne veux rien d'autre que cette lettre. Moi, j'ai trouvé quelque chose dans ton lit, dit Mariquich indignée. Je n'ai jamais vu un tel culot, hein. Tu nous as fait manger tes sales gâteaux. On les a mangés innocemment parce qu'on ne savait pas que tu essayais encore de t'imposer. Et quand on te les paye parce qu'on ne veut rien de toi, même si on devait jeûner des jours entiers, faut encore que tu la ramènes? Alors comme ça, je suis une voleuse? Mais si j'avais trouvé quelque chose dans ton lit quand je t'ai apporté ta chemise de nuit, tu crois que je l'aurais escamoté? Tu as le culot de dire qu'il y avait quelque chose dans ton lit, alors qu'il n'y avait rien. Eh bien, attends, Vitoyi, si tu t'imagines que tes calomnies vont te sortir du pétrin, alors tu ne connais pas les 5e années, hein? Et Mariquich sortit en trombe, oubliant dans sa colère qu'il fallait marcher sur la pointe des pieds et bien se tenir, et aussi qu'elle n'était pas censée être avec Vitoyi, qui avait encore du temps libre pendant lequel elle s'édifiait l'âme en lisant la Bible et en faisant de la musique, et claqua si violemment la porte que le tableau de la cathédrale de Genève, accroché au-dessus du linteau, tressauta dans son cadre comme s'il voulait se précipiter à terre. Gina suivit des yeux la sortie de Mariquich. Elle ne douta pas un instant de sa sincérité. Marie n'avait rien vu dans son lit. Elle n'avait pris que sa chemise de nuit. Alors c'est Johanna qui avait trouvé ses affaires quand elle l'avait envoyée chercher la preuve de son projet d'évasion. Elle pouvait respirer, car si la préfète n'avait rien dit, c'est qu'elle voulait la protéger. Elle avait sans doute déchiré la lettre et caché les autres objets pour ne pas la trahir. La noble, la belle, la sévère Johanna. Son cœur débordait de reconnaissance. La classe la détestait, et quand elle saurait de quoi elle avait accusé Mariquich,
elle la détesterait encore plus. Peu importe, elle tiendra bon. Elle ramassa les pièces et en remplit ses poches à ras-bord. En sortant, elle devrait tenir sa Bible devant elle pour les dissimuler. Elle emporterait l'argent le lendemain dans sa sacoche et ferait en sorte d'être la première à donner à la quête, et si quelqu'un la remarquait, elle dirait qu'on l'avait chargée de mettre toutes les oboles de sa classe dans le tronc. Alors, ces bécasses ne tenteraient rien avec leurs boutons. Leur supercherie aurait de toute façon été découverte, sinon le jour même, du moins à l'ouverture du tronc, et la nouvelle en serait revenue à l'institution Matula. À quoi bon? L'ancienne Gina aurait jubilé si les choses avaient mal tourné. Elle aurait montré avec ostentation ses 30 filaires à chacun des professeurs pour prouver qu'elle n'avait rien à voir avec cette histoire de boutons et aurait laissé avec bonheur la classe s'empêtrer dans les difficultés. Mais maintenant, elle était peinée d'avoir de nouveau attiré des ennuis aux filles, et une fois de plus indignée et blessée l'innocente Marie Quiche. Elle ouvrit le couvercle du piano et se mit à jouer une mélodie austère. Dans ta grande colère. Il y a autre chose derrière ce que montrent les actualités. Du sang versé pour rien. Ne me réprimande pas, Seigneur. Tante Mimo n'en a pas la moindre idée. Au cours de défense nationale, Colmar a dit que celui qui cherche à influencer l'opinion publique contre la guerre, quand tu me regardes avec amour et affliction, est un traître. Celui qu'on prend pour un traître est le véritable héros. C'est à lui qu'on m'a confié. C'est certainement lui qui a posé les tracts sur le banc d'église de Mitzi-Horn et l'affiche sur le monument de la douleur. Colmar se trompe. On l'a trompé. Ne me châtie pas, Seigneur. Il ne faut pas que l'on retrouve ma trace. Je veux ressembler aux autres comme les gouttes d'eau se ressemblent. Dans ta grande colère, mon père doit pouvoir agir sans être inquiété. Il ne faut pas qu'il puisse me prendre en otage pour faire pression sur lui. Ne me réprimande pas. Il faut sauver les soldats. La guerre a été engagée dans un but fallacieux. Les partisans de mon père veulent sauver le pays. Quand tu me regardes avec amour et affliction, je serai forte, je serai sage, pourvu que mon père et les siens réussissent, pourvu que nous sortions de tout cela vivants. Ne me châtie pas, Seigneur. Tu ne chantes pas? Demanda la voix de Jujana derrière elle. Gina n'avait pas remarqué qu'elle était entrée. La reconnaissance qu'elle venait d'éprouver envers la préfète faillit l'inciter à se précipiter vers elle, vers celle qui l'avait sauvée alors qu'elle ignorait l'importance de cette affaire. Mais elle ne bougea pas. Elle savait qu'elle se ferait rappeler à l'ordre. Les pensionnaires n'avaient pas le droit de toucher ni d'embrasser leurs éducateurs. Et elle sentait que si Jojana l'avait sauvée sans en parler, elle voulait qu'elle se taise aussi. « L'heure est passée, » dit Jojana. « Tes camarades ont terminé leur couture. Vous pouvez aller jouer dans la salle d'études. Va ranger tes affaires. » Gina sortit en marchant avec précaution, serrant sa Bible contre elle et veillant à ne pas faire teinter les pièces qui emplissaient sa poche. Jojana ne la suivit pas, alors elle alla jusqu'au dortoir et versa la monnaie dans sa sacoche. Elle se glissa discrètement dans la salle d'études, bien consciente que l'heure et demie de jeu que le règlement autorisait le samedi soir jusqu'au dîner ne serait pas une partie de plaisir pour elle. Les 5e années avaient de très méchants petits jeux et cette fois, elles purent s'en donner à cœur joie, car le surveillant de service était Koenig, qui ne remarquait jamais rien. Le jeu consistait à ce que l'une sorte pendant que les autres décidaient qui elle représentait, et quand on la faisait revenir, elle devait poser des questions pour deviner quel personnage elle était censée jouer.
Une comptine désigna Olaf pour sortir. Elle se dépêcha, Koenig somnolait, Dieu sait sur quoi il méditait. Elle pouvait être certaine qu'il n'entendait pas un mot, et que même s'il les entendait, il ne comprendrait pas ce qui se passait. Marie Kish désigna Gina du menton. C'est cela. Jouez donc, pensa-t-elle. Jouez, vous qui êtes si chanceuse. Jouez à Olaf dans le rôle de Vittoyi pour bien montrer par les questions et les réponses à quel point je suis infecte. Jouez donc si cela vous fait plaisir. Nos soldats meurent pour rien au front et le pays ignore la vérité, et vous aussi. On courut chercher Olaf qui posa la première question à Torma. Personne ou chose? Personne, répondit Torma en souriant. Réel ou inventé? Demanda Olaf à Harry. Réel. Chalme, fille ou garçon? Feminini generis, fille. L'Indienne, je la connais? Malheureusement. Rideg, suis-je une Matulienne? Tu crois l'être. Voida, est-ce qu'on m'aime? Comme la peste. Ah, et pourquoi, Quiche? Parce que tu es méprisable. Les yeux d'Olaf s'illuminèrent. Elle a trouvé, pensa Gina. Qui cela pourrait-il être sinon moi, qu'elles aiment comme la peste, une fausse Matulienne qui n'est pas une des leurs et qui est méprisable. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Demanda Olaf en laissant errer ses yeux rieurs sur le cercle de ses camarades qui lui répondirent par le même regard. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire, Vittoyi? Tu as trahi par bêtise, répondit Gina à voix basse. Tous les regards se tournèrent vers elle et fixèrent son visage impassible. Vittoyi ne pleurnichait pas, Vittoyi ne se mettait pas en colère, elle n'était pas non plus embarrassée, Vittoyi ne niait rien, ne faisait pas semblant d'ignorer ce dont il était question, et si étrange que cela leur parut, les filles ne purent s'empêcher de penser que Vittoyi jouait avec elles, mais à la manière dont un adulte prendrait part à de tels enfantillages. Mais dans ce cas, cela n'avait plus aucun sens. Si elle ne souffrait pas, si elle n'était pas offensée, à quoi bon tout cela? Olaf était déconcertée. Elle attendait une autre réponse, plus larmoyante, plus rageuse, qui lui aurait permis d'enfoncer plus encore son poignard invisible. Quelle question poser maintenant? Elle pensait que ce serait plus amusant. « J'ai trouvé, dit-elle à contre-cœur. Qui sort? Selon la règle du jeu, c'est celle dont la réponse avait suggéré la solution qui devait sortir. Faire sortir Vittoyi, jouer avec elle? Mais à quoi? Et comment? Elle ne pouvait pas faire deviner le même personnage, et il ne manquerait plus qu'elle la laisse prendre plaisir au jeu. La classe garda le silence. Même Marie Kish ne trouvait pas de solution. Le silence, ou plus exactement l'absence de bruit, tira Koenig de sa somnolence. « Qui était-ce donc ?» demanda-t-il pour qu'on ait trouvé si vite. « Jules César » dit Sabot hargneuse. « Mais on ne joue plus. Est-ce qu'on peut parler ?»« Bien sûr, » dit Koenig en se replongeant dans ses pensées. Gina alla à la fenêtre et s'accouda au rebord. Le rideau de défense passive l'empêchait de voir le jardin, mais au moins elle était loin des autres et n'était pas obligée d'entendre Marie Kish leur raconter son dernier méfait qui surpassait tous les autres. Elle essaya d'imaginer que l'on pouvait ouvrir toutes les fenêtres, toutes les rues étaient baignées de lumière, et il n'y avait ni guerre, ni mort, ni lourd secret, ni danger, ni destruction.
Elle pensa à son père, à la voiture qui roulait loin d'ici vers Budapest. De temps en temps, le klaxon claironne. Gina, jolie! Elle pensa aussi à Ferry, qui savait certainement tout ce que son père savait. Il était plus intelligent que n'importe qui. Il faisait partie de l'entourage de tante Mimo et parlait toujours avec admiration du général. Il avait souvent demandé la permission de venir voir Gina à la maison, mais chaque fois qu'il en parlait, le général lui répondait qu'aucun officier ne venait chez lui, pas même le lieutenant Kuntz. Peut-être avait-il tenu Ferry à distance pour ne pas le mettre en danger, bien qu'un lieutenant risque moins d'être suspecté qu'un général. La cloche appela au dîner. Koenig craignait toujours de prendre froid, et on se moquait de lui parce que même s'il ne traversait pas la cour, mais juste le couloir, il mettait une écharpe et un manteau qu'il accrochait à la poignée de la fenêtre. Comme la classe s'apprêtait à partir au réfectoire, il prit son manteau et constata avec stupéfaction qu'il n'avait plus un seul bouton. Dieu du ciel, la quête de demain, elles ont commencé leur collecte en volant les boutons de Koenig, pensa Gina. Et bien que son cœur fût empli de soucis, elle faillit éclater de rire en voyant la mine de Koenig et le zèle hypocrite que Marie Kish déployait autour de lui. Avait-il pris le tramway? Parce que dans la cohue, il arrivait que les boutons soient arrachés. Mon Dieu, de si jolis boutons gris clair, on aurait dit des pièces de monnaie. Ce sera difficile de les remplacer. Koenig se lamenta, puis comme toujours, il se résigna et conduisit la classe au réfectoire. Gina ne mangea que la moitié de son dîner en excipant de sa maladie. Pourtant, elle avait un régime diététique, mais elle ne put même pas manger les cerises en compote. Jujana lui demanda à qui elle voulait les donner. Elle regarda devant elle sans pouvoir répondre. Elle savait que de toute façon, les autres les refuseraient. Alors le monstre gourmand se manifesta à la table des professeurs. Koenig réclama la compote de Vitoyi. Tous ses collègues baissèrent les yeux, ainsi que le directeur, qui pourtant avait visiblement du mal à se retenir de le réprimander pour sa gloutonnerie. Gina se précipita avec son assiette de compote et la déposa devant Koenig. Qu'elle disparaisse, elle ne pouvait plus la voir, et qu'au moins elle n'ait pas à expliquer pourquoi la classe n'en voulait pas. Madame Gigus murmura quelque chose à Esther Schaffar. Kalmar hocha la tête. Ce Koenig, chuchota Mouroï, il est capable de tout. Les filles lui en voulaient particulièrement parce que sa gourmandise évitait à Vitoyi de mendier pour caser ses fichues cerises en compote. Le calme régna pendant la méditation du soir. Le révérend parla de ce qui part la femme chrétienne et des traits qui la caractérisent. De même qu'un rosier est paré de fleurs odorantes, une chrétienne se pare des belles vertus de longanimité, de douceur et d'amour du prochain. Depuis que je suis au monde, j'ai toujours été sauvage, impatiente, et je n'ai jamais su aimer ceux qui me font du mal, réfléchit Gina. Maintenant, révérend, j'acquiers ces vertus, et c'est un militaire qui me les apprend, mon père. C'est par amour pour lui que j'essaye d'être douce et patiente. Elle leva les yeux, ce qui n'était ni convenable ni permis, et son regard rencontra celui de Torma, qui détourna la tête, et Gina apprit bien plus tard que, curieusement, Pirochka Torma pensait la même chose d'elle-même. Elle n'était parée d'aucune de ses vertus, de même que personne d'autre dans la classe. Alors comment pourrait-elle communier à Noël si elle ne pardonnait pas à cette Vitoyi? Cette fois, elles ne prirent pas de bain avant d'aller se coucher, puisqu'elle l'avait fait après avoir pelleté le charbon, si bien que Jujana autorisa 1 heure de lecture et de conversation à voix basse, selon ce qu'elle préférait.
Dormir de nouveau au dortoir représentait pour Gina un changement bienvenu après son isolement à l'infirmerie. Pourtant personne ne lui adressa la parole. Elles en étaient même au point de ne pas parler d'elle et ne faisaient plus de remarques blessantes comme si elle n'existait pas. Elle ne prit pas de livre et se pelotonna dans le lit où elle n'avait pas dormi depuis une semaine. Elle pensa à son père, à leur conversation, à tout ce qu'elle avait appris au cours de Colmar ou dans son ancienne école, et à ce qu'on disait de la guerre chez tante Mimo. Les filles gloussaient pendant que Chalme montait la garde à la porte. Sabot, la petite grosse, exécutait en chemise de nuit une danse compliquée et les autres étaient pliées de rire autour d'elle. Gina aurait voulu s'endormir vite, mais n'y parvint pas. Au cours de cette journée, il s'était passé trop de choses sur lesquelles il lui fallait réfléchir. De plus, elle sentait que son lit avait quelque chose de différent. Pourtant, elle l'avait refait à fond le dimanche précédent. Ah, mais bien sûr, Jugeana avait entre-temps fouillé sous les matelas et elle ne l'avait visiblement pas bien remis en place. Il était tard, seule la veilleuse était allumée, les filles dormaient, fatiguées de jouer et de rire. Gina devait se lever pour remettre son lit en ordre. Il fallait qu'elle dorme, qu'elle soit forte et en bonne santé. Elle avait promis de faire attention à elle. Elle sortit de sous la couette, replia le drap et souleva légèrement le matelas du milieu. Elle glissa la main au-dessous, mais retira vivement ses doigts, comme si elle avait rencontré une lame de couteau. Elle resta un moment recroquevillée, le cœur battant, puis se ressaisit, sortit tout ce qui se trouvait sous le matelas. Elle déposa sur le drap le poudrier, le peigne, l'agenda, le porte-monnaie, l'album de photos, la clé de la maison, tout ce qu'elle avait laissé la dernière fois, ainsi que la lettre, sa lettre d'adieu qu'elle avait supplié Marie-Quiche de lui rendre. Sa lettre était là intacte. C'était bien la feuille arrachée à son agenda. Je vous déteste toutes. Continuez vos petits jeux idiots dans cette prison. Moi, je m'en vais. Vitoï. Mais le texte avait augmenté. Quand tu as voulu t'enfuir, je savais que tu ne partirais pas sans laisser une lettre d'adieu. Alors, dès que tu es revenu de chez Mitzi Horn, j'ai pris tes affaires et ce malheureux message. Déchire-le et fais la paix avec ta classe. Elles ne sont pas si mauvaises. Si tu as des ennuis, pourquoi ne t'adresses-tu pas à moi? Tu n'es pas la seule dont je garde le secret. Abigail.